dans la série Les vidéos patrimoine de Papier Niclé, nous sommes aujourd'hui dans un endroit reculé de la France profonde, Saint-Jean-le-Bruel, dans l'Aveyron, au Terrac, où nous retrouverons le rédacteur en chef, Yves Frémion. Bonjour Monsieur Frémion. Bonjour, bonjour. Monsieur Frémion qui est en plein confinement créatif, je crois. Dans cette, combien de temps vous habitez ici depuis combien de temps, Monsieur Frémion? J'ai acheté la maison en 78. Ah oui, donc ça, cette maison, on verra quelques plans, c'est une véritable galerie musée autour de la bande dessinée. Pas seulement. Pas seulement. Ah oui, oui. Non, il y a, je crois qu'il y a 12 mètres de long de science-fiction, il y a du polar, de la poésie, des livres historiques, de l'écologie, de la littérature générale, là juste à côté, des livres sur l'humour. Il y a absolument tous les genres intéressants et il y a une absence totale de genres inintéressants. Voilà, bon, c'est pas un lieu totalement ouvert au public, malheureusement, pour le moment. Encore qu'il arrive que des gens ayant entendu parler de ma bibliothèque viennent la visiter. Voilà. Donc c'est vrai que l'été, où il y a un festival qui est organisé chaque année aussi. Un fermival. Un fermival. Parce que c'est à la ferme. À la ferme, juste à côté. Voilà, la Seine est à 2 mètres de nous, derrière, de l'autre côté du mur. Voilà, donc dépaysement total aujourd'hui, où nous allons évoquer une revue dont vous êtes le rédacteur en chef, la revue Papier Niclé. Ouais. Alors nous allons montrer le dernier exemplaire. Voilà, on est quand même au numéro... Là, c'est le 66, le 67 va paraître dans 6 semaines. Voilà, alors, quelle idée de ce mauvais jeu de mots sur les pieds nickelés? C'est venu... Comment mauvais? Il est excellent. Excellent. Ça vient de vous, Monsieur Frémion, ce jeu de mots? Oui, bien sûr. Alors pourquoi, là, quel rapport? On avait beaucoup réfléchi quand parce qu'en fait, c'est parti d'un projet de lieu, de conservation, de monstration, d'animation qu'on voulait créer. Autour de l'image populaire, du dessin imprimé et du patrimoine sur papier, puisque c'est l'intitulé, le sous-titre de notre association. Et comme on n'arrivait pas à trouver un endroit qui nous accueille pour faire ça, et qu'on avait monté une petite équipe vachement sympa, on avait envie de continuer à se voir quand on a eu mené à bien le projet lui-même. On a décidé de faire la revue qu'on avait prévu de faire pour le centre, de commencer par la revue en se disant le centre viendra un jour, et bon, bientôt 17 ans après, on attend toujours que des politiques intelligents se décident à nous ouvrir leur esprit à ce projet. Mais par contre la revue, elle tient bien, c'est un trimestriel, donc il y en est à 66 numéros, 67 bientôt, et donc dans lesquels on parle de bande dessinée, de dessin de presse, d'illustrations, de gravures, d'affiches et d'imagerie populaire. Alors attention, c'est pas une revue de création, c'est une revue de commentaires, d'analyse, de critique, d'information. Voilà. Alors quel est le modèle économique de cette revue? On est sur du bénévolat, j'ai l'impression, des passionnés, des fous. On défraie un peu ceux qui ont un peu plus de boulot, notamment la maquette, parce que bon, il y a... Voilà. Et évidemment, l'imprimeur est payé, le distributeur est payé, les libraires sont payés. Voilà. Alors tout le monde est payé sauf nous. Sauf nous, voilà. Donc c'est un travail d'amateur au sens de passionné, on va dire. Voilà. Ou alors de gens qui possèdent un certain savoir. Parce que parfois, parmi nos 250 collaborateurs qu'on a eus en 17 ans, il y en a, ils savent qu'une chose. Mais il n'y a qu'eux qui la savent aussi bien. Alors ceux-là, on leur demande de faire quelque chose. Mais après, très souvent, il n'y a pas de deuxième article parce qu'il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels ils sont aussi compétents. Par contre, il y a des gens beaucoup plus généralistes qui peuvent parler de n'importe quel sujet du moment que l'envie leur en prend ou que l'opportunité s'en présente. Et voilà. Alors quel est peut-être, on parle de sujets pointus, le sujet pointu qui vous a le plus surpris, étonné, parce que depuis que vous êtes rédacteur en chef de cette revue. Dans le dernier numéro, il y a un scoop extraordinaire, puisque 2 de nos collaborateurs qui ont travaillé ensemble et en même temps chacun de leur côté, sont arrivés aux mêmes conclusions, ont constaté qu'il y avait une mystérieuse signature dans les affiches publicitaires, notamment celle de Guerlain et de Bourgois, qui signait simplement Raymond. Alors, si vous cherchez Raymond sur Internet, vous allez quand même en trouver quelques dizaines de milliers, donc c'était pas facile. Et en fait, tous les dessins qui sont signés Raymond sont attribués jusqu'à aujourd'hui à un très très grand affichiste
qui est du même style, qui était un ami de Raymond et qui s'appelle Breno. Et aujourd'hui, même à la DAGP, ils considèrent que tous les dessins de Raymond sont des dessins de Breno. Et eux, ils apportent la preuve du contraire. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé traces de ce Raymond, ils ont trouvé ses dates de naissance, de mort, ils ont retrouvé des photos de lui, ils ont trouvé des preuves que c'est bien Raymond qui dessinait ça. Et c'est vrai que parfois, si on regarde pas très attentivement, on peut confondre stylistiquement ces deux œuvres, d'où cette erreur-là, qui est même partagée par la famille de Breno. Oula, ça va pas faire que des heureux cette histoire. Donc c'est un scoop extraordinaire et c'est très exactement le genre de truc que j'adore lire dans la revue. Bon, il y a un autre plus petit scoop dans le même numéro, c'est qu'il y a un mystérieux dessinateur de politique, d'actualité, qui a notamment beaucoup travaillé au Canard enchaîné, qui signait K.B. Carré. Alors ce K.B. Carré, on savait qu'il s'appelait Roger Desjouy, mais on ne savait pas quand il était né, quand il était mort, quel avait été son parcours. Là, on reconstitue tout grâce à des informateurs divers, parce que nous avons des monomaniaques qui parfois ne possèdent qu'un détail. Mais si vous connaissez tous les monomaniaques, vous avez l'ensemble. Oui, c'est intéressant. Alors, Yves Frémaux, on ne vous présente plus, mais peut-être pour vous présenter à travers ce que vous aimez, parce que vous êtes très éclectique, effectivement, Papier Niclé, c'est... il y a 3 grands domaines, si j'ai bien compris. Il y a 6 grands domaines. Alors, peut-être on va prendre les 3 grands domaines qui me semblent vraiment émerger. C'est-à-dire le dessin de presse, l'illustration et la bande dessinée. Et la question, c'est de dire, depuis tout ce temps où vous côtoyez tous ces gens dans ces différents domaines, si vous aviez un favori à donner dans chaque catégorie, c'est très difficile comme question. Non, c'est infaisable. Infaisable. C'est infaisable parce que moi, en plus, je suis très bon public. Oui. C'est-à-dire que, surtout depuis que je fais Papier Niclé, parce que j'ai été un critique à la dent très dure à une époque, Papier Niclé, on ne parle que des choses de manière positive. On ne descend personne. Et je me suis aperçu que même dans les domaines les plus décriés, ou même chez des artistes décriés, il pouvait y avoir une extraordinaire poésie ou une innovation étrange. Par exemple, je fais toute une série d'articles sur les dessinateurs de ce que j'appelle l'humour familial, ou ce que notre ami Gondo de l'équipe appelle l'humour de boulevard. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du théâtre de boulevard dans le dessin de presse, c'est-à-dire ces dessins d'humour qui paraissaient dans les grandes revues familiales de très grand format, comme ici Paris, France Dimanche autrefois, et qui était la quintessence de l'humour de l'époque, qui est un humour extrêmement pauvre, mièvre, médiocre. Mais là-dedans, si vous regardez bien, de temps en temps, il y a des dessins extraordinaires, des dessins d'humour noir, ils passaient à travers les grilles du genre, si je peux dire. Il y a des gens qui arrivaient à placer des trucs. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de regarder ces dessinateurs dont personne non seulement ne parle maintenant, mais dont personne n'a jamais parlé non plus, à part quelques grands. Je pense à Tetsu, à Bellus, enfin les grands noms, mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressants, qui ont amené stylistiquement des choses tout à fait intéressantes et passionnantes à étudier. Donc voilà, ça fait partie pour moi aussi du patrimoine, c'est-à-dire dans le patrimoine, on doit explorer toutes les époques, tous les styles, tous les genres, pas seulement ceux qui nous plaisent. Voilà, parce qu'évidemment, si on me demande les grands dessinateurs des années 50, mes yeux à moi, c'était pas forcément ceux qui étaient dans ces journaux, c'était plutôt Bosc, Ciné, Chaval, enfin bon, les grands noms qu'on connaît aujourd'hui. Alors, et les grands noms de la BD franco-belge que vous avez fréquentés, quand même, on l'évoquera peut-être ailleurs, mais c'est... à mon époque, oui, à votre époque. Où on était Spirou, où on était Tintin. Les lecteurs de l'un ne lisaient pas l'autre. Moi, j'étais Spirou. Voilà. Et je reste un grand amateur du Spirou des années 50-60. Parce que quand j'étais enfant, j'ai vu naître Gaston... j'ai vu les plus grands Spirou de Franquin, enfin je parle 2 fois de Franquin là, mais il y avait Tillieux, merveilleux raconteur, il y avait enfin tous ces gens, même les Boulet Bill de Robat qui sont quand même un dessin magnifique, et puis les Lucky Luke de Maurice, même sans Goscinny, parce que pour moi celui qui me fait le plus rire c'est le seul que Goscinny n'a pas scénarisé, et pourtant Dieu sait si Goscinny était au meilleur de sa forme. Et puis les grands réalistes, moi j'étais un fan de Bugdani, voilà. Toute cette époque-là, vraiment pour moi, dans le franco-belge, bon, évidemment Franquin est au-dessus de tout le monde.
Alors, sur une revue comme Papier Nickelé, il faut bien entendu mettre des images. Alors, je vois le numéro 4 qui date de là maintenant, là, en 2005, et le titre « Pour un droit de citation graphique ». Oui, de temps en temps, on fait un éditorial sur un sujet. Voilà. Alors, et là, on défendait l'idée, parce que dans la loi française, le droit de citation existe, mais il n'existe que pour l'écrit. Il faut le savoir. Alors évidemment, dans la civilisation de l'image, qui date d'après cette loi, hein, bien après cette loi, qui est assez ancienne, c'est très embêtant parce qu'il n'y a pas de droit de citation. Alors, la jurisprudence l'étend parfois, selon certains critères, au monde du dessin et de la photo. Alors, c'est très difficile pour la photo ou le dessin de presse, parce que si vous citez, vous ne pouvez pas citer un extrait de l'œuvre, vous êtes obligé de citer l'œuvre entière. Et donc là, on n'est plus dans la citation, on est dans la reproduction. Dans la bande dessinée, c'est plus facile. On peut citer une case ou 3 cases ou un truc comme ça, même une planche d'une histoire entière. Mais c'est très compliqué à juger parce que si vous passez une planche de Gaston, donc un gag de Gaston en une planche, c'est l'intégralité de la BD. Si c'est une planche de Bogdani, dont je parlais tout à l'heure, c'est que la planche d'une histoire de 48 planches. Donc le premier n'est pas une citation, le deuxième en est une. C'est très très compliqué, c'est les juges qui apprécient, donc c'est très compliqué. En même temps, si on considère qu'il n'y a pas de droit de citation à l'image, on ne peut pas faire la revue Papier Nickelé. Voilà, alors comment faire? Parce que si on payait les droits de toutes ces images, ça coûterait 10 fois le coût du journal. Donc il n'y aurait plus une seule revue, il n'y aurait plus un fanzine, plus une revue sur rien. Oui. Ou alors il faut faire comme la plupart des grandes revues qui parlent de bande dessinée aujourd'hui et qui trichent, c'est qu'elles passent un deal avec l'éditeur et en fait c'est un support de publicité pour l'éditeur, c'est-à-dire que très souvent il passe 20 planches d'un album en preview et du coup voilà, ça sert de publicité à l'éditeur. Mais nous on ne veut pas faire ça du tout. Parce que ça enlève beaucoup d'indépendance à ceux qui commentent et qui écrivent, et que donc c'est pas sain, quoi. Voilà. Donc on ne fait pas ça, mais on se méfie sur un certain nombre d'auteurs, on va dire, ou de pays. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, bien qu'ils aient inventé le fair use, c'est-à-dire l'autorisation non commercial des images. Si vous passez une image d'un auteur américain qui n'est pas dans le domaine public, c'est-à-dire qui n'est pas mort depuis au moins 70 ans, vous avez immédiatement un procès par un staff d'avocats, puisque là-bas, créer une fondation, c'est très facile. Et dès qu'un dessinateur décède, sa famille crée une fondation, la confie à des avocats... Comment dire, il y a une différence entre ces cabinets d'avocats et la mafia, c'est qu'avec la mafia, on peut discuter. Voilà. Ouais, donc là, ils font de l'argent, ils sont très... Quand on parle de gens américains, soit ils sont morts depuis plus de 70 ans, soit on a passé un deal avec eux. Par exemple, on a un deal avec une agence américaine qui s'appelle Kaggle Cartoon, qui a été créée par un grand dessinateur de presse américain, Daryl Kaggle, et qui aime beaucoup notre revue. Et donc, si on parle la centaine d'auteurs qu'il défend, un petit mail et il nous envoie toutes les images gratuitement et donc on peut parler d'eux. Ou alors on passe des accords directs avec les auteurs quand ils sont vivants. D'accord. Et donc avec Moulinsart, c'est très difficile de faire un article sur Tintin, du coup. Alors pour l'instant, quand on parle de Hergé, c'est qu'on parle de dessins qui n'ont pas été faits par Hergé. On avait par exemple passé tout ce qui avait été fait autour du vaisseau La Licorne, qui a été conçu par un monsieur qui s'appelait Gérard Liger-Belair, et dont on a publié les mémoires, et qui avait conçu La Licorne, contrairement à ce que disent tous les tintinologues cireurs de pompe de Moulinsart. S'il y a un livre entier qui a été fait sur La Licorne, bien entendu, Liger-Belair est juste cité avec les conseils amicaux de ce genre-là, alors que c'est lui qui a tout conçu. Quelques revues, donc on en met au numéro 67 bientôt, avec un choix particulier des images de couverture dont on voit certaines. Alors, comment se fait ce choix de première page? Alors, voilà. On essaie d'alterner entre les 6 domaines que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire 2 couvertures de BD d'affilée, on ne va pas faire 2 couvertures d'illustration d'affilée,
Et puis on essaie de faire beaucoup de place à vraiment à l'image populaire. Donc on a fait des couvertures avec des timbres, avec des couvertures de disques, avec des publicités. Voilà, c'est plus difficile un peu avec la gravure parce que souvent elle est en noir et blanc. Et que en général on fait quand même des couvertures couleurs. Mais par exemple sur l'échantillon qui est ici, on voit qu'il y a une publicité, une affiche publicitaire. Il y en a d'ailleurs une autre ici qui est celle de Raymond dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est sur des sérigraphies qui sont faites. Montrer là carrément la oui, caméra. Et ça c'est à l'occasion parce que de temps en temps on fait un truc lié à l'actualité de nos amis du Miam et de notre abonné Hervé Di Rosa. On fait une exposition autour des éditions du Dernier Cri de Paquito Bolino qui fait un travail extraordinaire sur la sérigraphie et donc on a mis une des sérigraphies en couverture. Là, c'est une couverture avec des comics et des super-héros. Hein. Voilà, vous reconnaissez. Voilà. Là, c'était une couverture autour d'un des plus grands artistes de tous les temps, qui est Beuville. Nous avons été un des premiers à faire un grand article sur lui. Maintenant, il revient à la mode et on est très contents. Alors ça, c'est un peu particulier. C'est une couverture qui a été faite pour nous, spécialement, pour notre 50e anniversaire. Par notre abonné de base, qui est Jean Solé, qui est un merveilleux illustrateur. Et il nous a offert une couverture originale. Ce qui était intéressant, c'est que pour la première fois, on a fait de la création, parce qu'on a fait un cahier au centre. De temps en temps, on fait un cahier spécial. Et là, on a fait un cahier spécial pour le 50e anniversaire. On a demandé à un certain nombre d'artistes de nous faire une fausse image populaire. Donc, Pétillon a fait une fausse bague de cigare. Alain Lacharte a fait une fausse image de chewing-gum Balabar. Il y a des gens qui ont fait des fausses étiquettes de bière, un faux dessin de presse, bon, etc. Et sur celle-là, ben là, j'en ai parlé, c'est un peu d'érotisme, un peu quand même avec. Voilà, c'est pour les gains de scandale, évidemment. On ne peut pas faire une fille avec des moufles. Ah oui, effectivement. Pour l'époque, c'était osé des images comme ça. À l'époque, non, ou pas, non. Oui, enfin, il ne pouvait pas aller tellement plus loin. Ça, c'était Pierre Couronne. Et Pierre Couronne, qui d'ailleurs est mort il y a pas si longtemps que ça, était extraordinaire dessinateur. C'est lui qui faisait les pubs pour Homo, qui était souvent en dernière page de couverture de pas mal de magazines, notamment Paris Match. Paris Match se terminait toujours par une pub pour Homo de Pierre Couronne, mais pendant 10 ou 12 ans. Et on regardait ça, c'était fascinant quand j'étais môme quand c'était ça. Je les découpais pas encore, je le regrette, mais maintenant je les ai presque toutes parce que beaucoup de collectionneurs me filent leur double pour le projet Papier Nickelé qui se fera peut-être un jour. Alors justement, là, on est quand même devant une revue qui est très paradoxale, c'est-à-dire c'est la seule revue existante d'un centre qui n'existe pas. Ouais. Alors, l'équipe de Papier Nickelé, aujourd'hui, le projet d'un centre dédié à l'image populaire, vous en êtes où ? Bah, on en est toujours au même point parce que, bon, déjà, la crise du Covid ne nous aide pas. Elle n'aide pas non plus le projet du Grand Paris, qui est un peu dans les choux pour le moment. Et nous, c'est vrai qu'on avait pensé, puisque la ville de Paris n'est pas du tout intéressée par notre projet, alors c'est la seule capitale qui n'a rien sur l'art populaire, puisque le seul musée qu'ils avaient sur des arts et traditions populaires, ils l'ont laissé partir à Marseille. Donc on s'était dit peut-être une grande ville qui est aujourd'hui la banlieue, qui sera dans le Grand Paris, pour être intéressé. Mais à peine les nouveaux élus avaient été mis en place qu'on s'est retrouvé avec la crise de la Covid, et donc pour l'instant c'est pas le meilleur moment pour en discuter, quoi. Mais l'idée est toujours là. L'idée, c'est qu'on voudrait quand même qu'une municipalité facile d'accès nous fournissent un lieu, en fait. C'est tout ce qu'on leur demande, c'est un lieu. Pour le reste, on trouvera d'autres financements, mais à partir du moment où on a un lieu, c'est beaucoup plus facile. Moi, je dis ça parce qu'une grande partie du patrimoine dessiné aujourd'hui part à l'étranger, il faut le savoir. Beaucoup des grands collectionneurs de la période classique sont décédés ou sont en train de disparaître. C'est la génération avant la mienne, et même dans la mienne, il y en a qui disparaissent en ce moment, pas seulement à cause de la Covid. Et ces collections, en général, les héritiers d'un collectionneur ne sont pas intéressés par la collection parce que toute leur vie, ils ont été écrabouillés dans l'appartement
ou dans la propriété du dit collectionneur, ils n'avaient pas de place et ils n'ont pas envie de faire la même chose. Donc la transmission de ces collections, pour l'instant, elle se fait à Drouot. C'est-à-dire qu'une collection est dispersée, ça fait le bonheur des collectionneurs, mais c'est un désastre en matière de, on va dire, de cohérence. Parce que une collection, on crée une cohérence que personne d'autre ne peut faire. C'est la personnalité du collectionneur ou de la collectionneuse crée l'unité, l'harmonie, je pourrais dire, de cette collection. Et la disperser, c'est dramatique. La dispersion de la collection, par exemple, d'André Breton, je trouve que c'est un désastre. Elle aurait dû être achetée en bloc par la nation, quelque part, parce qu'elle représentait justement cette période de la bascule, avec l'art nègre, avec tout ça. Bon, c'était un moment clé de l'histoire. Moi, personnellement, j'ai une énorme collection et d'originaux et une énorme bibliothèque, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Mon plus grand souhait, c'est que quelqu'un la continue. Alors comme pour un particulier c'est très difficile, tout le monde n'a pas une grande maison qu'il a rebâtie à la campagne pendant 40 ans comme moi, le mieux ça serait effectivement que ce lieu se crée et que tout ça en constitue la base. C'est ça que je voudrais. On commence un lieu quand on a une collection à placer. Et donc, comme dans l'équipe des quelques 250 collaborateurs ou amis de l'association, je ne compte pas les abonnés là-dedans, il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à faire des dons aussi. Je pense que ce projet de centre, le temps qu'on le construise ou qu'on l'aménage, la collection serait là. Collection de départ serait là. D'accord. Alors des lieux, j'en connais plein en province, mais c'est très difficile de faire vivre un lieu en région. Très très difficile, ou alors c'est dans des très grandes villes. Mais le problème de ce genre de choses, c'est que un changement politique peut suffire à anéantir des dizaines d'années de travail. Et donc, il ne faut pas que ce soit un projet municipal. Il faut que ce soit un projet où la municipalité participe, le département participe, la région participe, la nation participe et l'Europe participe, et que des privés y participent. C'est la seule manière. Oui, sinon, c'est pas viable. Ouais. Enfin, je donnerai pas une collection, ma collection, à un lieu qui risque d'être démantelé ou dont la collection risque d'être dispersée. Voilà. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Voilà. Si des gens ont des idées, là je pense que nous sommes preneurs effectivement par rapport à tout ça. Alors la revue donc existe tous les 3 mois, c'est ça, trimestriel. Oui. Prochaine sortie début janvier, fin décembre. C'est le numéro de fin décembre, mais chaque année, comme il y a les fêtes et beaucoup d'envois à la poste, on le route plutôt tout début janvier quand la grande folie postale est passée. Voilà, peut-être avec un hommage à quelqu'un que vous avez bien connu aussi, en dire 2 mots, qui avait fait des choses pour votre fanzine, le petit Mickey qui n'a pas peur des gros, donc peut-être parler de la prochaine couverture de papier nucléaire. Couverture, donc c'est grâce à la famille de Jean Giraud, Moebius, nous ont autorisé effectivement à reproduire en couverture un de ces très 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 beaux dessins, pas très connus. Voilà, donc là, on n'en dit pas plus, mais il y a... Et il y a un article le concernant dedans. Voilà, donc, il est rare qu'on parle... On nous reproche beaucoup de parler que de dessinateurs morts. C'est vrai que nous parlons des morts. Nous parlons aussi des vivants, mais on est obligé d'être réaliste. Il y a plus de dessinateurs morts que de dessinateurs vivants. Ouais, et en plus, Moebius, il va encore sortir un album l'année prochaine, même s'il est mort. Oui. Donc du coup... Je ne serais pas surpris de sa part qu'il soit en train de dessiner quelque part. Cet homme est un mystère. Voilà. Alors, sur les autres actions et moyens de communication de la revue, je crois que ça se développe un petit peu en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors donc, on a, en dehors d'un site qui est un petit peu en panne, faute de webmaster, parce qu'on n'a plus de webmaster et qu'il serait temps qu'on trouve un volontaire. Voilà, donc à bon attendeur, salut, j'en profite, j'en rajoute, on sait jamais. Voilà. Bénévole. Pour l'amour du geste. Et puis... Oui, déjà, il y a 90% de ceux qui étaient prêts à lever le doigt qui il peut être payé en revue, éventuellement. Voilà, donc ça vaut le coup, on lui donne plein de trucs. Si quelqu'un fait le webmaster, il a des trucs. On lui donne la collection sans problème. Voilà. Donc, je précise d'ailleurs que quand un numéro s'épuise, ce qui vient d'être le cas avec notre numéro 4, on le réimprime. Il est là, tout chaud, le numéro 4. Il vient d'être réimprimé. Collector à l'identique, on n'a absolument rien changé. C'est juste une réimpression, ce n'est pas une réédition. C'est trop vieux, c'est le deuxième numéro que nous réimprimons.
Et donc, et on peut acquérir donc la collection complète en permanence, puisque beaucoup des articles n'ayant aucun lien avec l'actualité de son époque, ces articles sont intemporels. Alors, on est parfois, un auteur, ou d'ailleurs quelqu'un d'autre, peut apporter des éléments nouveaux par rapport à un article. C'est pour ça que sur le site, un des travaux du webmaster sera de mettre en ligne des compléments à ces articles. C'est-à-dire que si quelqu'un a trouvé des nouveaux trucs sur un dessinateur, il peut refaire son article et à ce moment-là, on le publiera en complément sur le site. Vaste travail, effectivement. Voilà. Ouais, c'est du work in progress, comme dirait Monsieur Trump. Yes, of course. Donc les autres moyens de communication qui se développent en ce moment, du coup, alors autrement, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube qui reproduit, quand on a l'occasion de voir les filmer, les animations que nous faisons, puisque nous faisons des animations, notamment une série qui s'appelle Ciné BD, que l'on fait en partenariat avec des cinémas, et qui allie, on va dire, la BD et le cinéma, c'est-à-dire lorsque des films ont été faits sur un dessinateur ou tirés d'une œuvre de bande dessinée, ou une bande dessinée qui a été faite pour raconter par exemple la vie, faire un biopic sur un comédien ou un réalisateur célèbre, enfin, toutes ces choses-là, on fait des animations et on les filme. Et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce jour-là, et donc on peut les voir sur la chaîne YouTube Papier Niclé. Voilà. Après ça, on a monté des expositions, on va essayer de développer cet aspect-là, on va développer les animations aussi, les conférences, et sans doute aussi on va avoir un programme de formation. Voilà, donc vaste, l'association se porte bien et... Oui, le problème c'est que... on a besoin un peu de bras, mais pas pour écrire dedans, parce que ça tout le monde veut écrire dans Papier Niclé, donc c'est très bien. Gratuitement en plus, c'est bizarre. Oui, non, c'est très bien maintenant, même les universitaires s'y sont mis, ce qui est vraiment formidable. Mais par contre, du coup, pour le fonctionnement du journal, toujours très difficile. On a beaucoup de soucis souvent à trouver des gens pour les tâches un peu plus ingrates que sont la trésorerie ou le secrétariat. On a une quatrième trésorière qui fait très bien son travail et qui s'occupe aussi d'une revue sœur qui s'appelle Mémoire d'Images, qui travaille sur l'illustration. Et bon, voilà. Et puis notre précédente trésorière, qui est comptable dans la vie, fait notre comptabilité, ce qui est pas énorme, mais quand même essentiel, parce que je vois pas très bien qui d'autre le ferait. On a un peu de mal à trouver ce genre de choses-là, ce genre de personnes-là. Et puis bon, ça va, on a des gens qui relisent, on a un excellent maquettiste. On aurait besoin de gens qui cherchent de temps en temps à nous trouver un sponsor. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui nous passerait une pub régulière, qui nous aiderait à boucler financièrement la revue, qui ne reçoit aucune aide sinon celle du Centre National des Lettres, que je remercie, et qui vit aussi des cotisations des adhérents à l'association. Nous aimerions développer quelque chose que nous n'avons fait qu'esquisser pour le moment, qui est l'édition dans deux directions, l'une de travaux comme ceux de Papier Niclé, mais développés à l'échelle d'un livre, ce qui pourrait d'ailleurs être des augmentations de recherche qui sont déjà dans la revue ou pas, et y compris la réédition de classiques. Nous avons des fois des livres très intéressants du 19e siècle, du début du 20e, qui portent sur des dessinateurs de ces époques-là, et qui mériteraient peut-être d'être remis sur la table, et puis une autre qui publierait soit des extrêmes raretés, des trucs totalement introuvables, comme nous l'avions fait pour la seule bande dessinée de William Napoléon Grove, qui était Le Fils de Sherlock Holmes, que nous avons édité. À partir du prochain numéro, celui qui datait de décembre, nous aurons 4 pages de plus. Au début, le premier numéro avait 20 pages, puis on est passé à 24, puis à 32, et là on va passer à 36. Et tout ça sans augmenter le prix qui est de... Non, pardon, on est à 36, puisque maintenant on a toujours pour 8 plus, euros. on passe à 40.
Toujours pour 8 euros? Pour l'instant, on laisse à 8 On euros. laisse à 8 euros. On verra, mais peut-être il va falloir augmenter. Voilà. Bah oui, parce que tout risque d'augmenter. Alors, sur la politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour aider les auteurs et les autrices quand même dont on parle dans la revue aujourd'hui? Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Parce que là, pour les auteurs? Oui, aujourd'hui. Bah, écoutez, déjà, bon, il faut analyser un peu la situation. Pendant longtemps, la bande dessinée, c'était un produit de presse. Donc, selon la loi française, les collaborateurs réguliers de ces revues étaient des salariés, avec tous les droits des salariés. Retraite complémentaire, chômage, etc. À partir du moment où la BD a commencé à être un produit de librairie et d'albums, dans un premier temps, c'était les albums des BD qui paraissaient en revue. Ça a été la période bénie pour les dessinateurs, parce qu'ils étaient salariés par le journal, et en plus rémunérés en droit d'auteur pour le même travail qui paraissait en album. Jamais ils ont été mieux. Puis petit à petit, les revues se sont arrêtées parce que les éditeurs voulaient surtout payer les gens en droit d'auteur et pas les payer en salaire. Parce qu'il n'y avait pas de charge sociale. Il y en a de plus maintenant grâce à M. Macron, mais à l'époque il n'y en avait pas, très peu. Et je crois que les charges sociales étaient de l'ordre de 1% à l'époque. Et à partir du moment où ils ont fait une politique de seuls albums, qui n'étaient donc pas prépubliés en revue, les auteurs étaient payés en droit d'auteur, c'est-à-dire beaucoup moins, et deuxièmement, avec beaucoup moins de droits. Entre-temps, comme ça marchait bien, il y a eu une inflation des titres. Moi, quand j'ai débuté dans la critique, il sortit entre 300 et 400 albums par an. Maintenant, il en sort 5500. Donc ça veut dire qu'on n'a pas multiplié le lectorat par 15 ou 20. Ça veut dire qu'on a simplement diminué les ventes de toute la chaîne. Et du coup, album par album, les auteurs touchent beaucoup moins d'argent qu'autrefois. Avant, vendre 20 000, 30 000, 50 000, c'était normal. Aujourd'hui, c'est plutôt 2500, 5000. Et donc, c'est très difficile pour eux de vivre de ça. Ils sont très mal payés. Si on compare d'un côté ce qu'ils touchent et de l'autre côté le temps qu'ils passent, ils sont mal payés. Et pourtant, dans le monde du livre, c'est eux les mieux payés. Par rapport à un romancier, je ne vous raconte pas. Donc, moi je suis romancier aussi. Hein. Et donc, aujourd'hui, on voit des dessinateurs connus arrêter de faire ce métier. Et ça, c'est une tragédie pour la création française et une tragédie pour le commerce aussi. Parce que quelqu'un qui vend 5000 exemplaires aujourd'hui, bon, d'abord, il ne coûte pas d'argent à son éditeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce prix-là, mais à ce chiffre-là, mais peut-être que dans 5 ans, il vendra 200 000. Quand Jean-Yves Ferry faisait Aimer la Capelle, qui est une BD absolument extraordinaire, moi me fait hurler de rire, à Fluide Glacial, je ne sais pas combien il en vendait, mais quelques milliers. Le jour où il a fait De Gaulle à la plage, c'est devenu un best-seller. Et par ailleurs, il est le scénariste d'Astérix. Donc, quelqu'un qui aurait dit « je publie pas Aimer la Capelle parce que ça vend pas assez, je me fais pas assez de thunes », celui-là aurait été un gros imbécile. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gros imbéciles à cause du système. Des gens qui sont imbécilisés par le système. Alors, vous faites un constat qui est très négatif, du coup. Alors, peut-être pour reformuler... Ah, c'est pas moi qui le fais, c'est les malheureux auteurs. Oui. Alors, aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus dans le virtuel, dans le numérique. Hein. La revue Papier Niglé résiste à ça. Donc finalement, qu'est-ce qui pourrait être fait pour redonner au livre, au papier, sa place qui est peut-être essentielle dans un monde qui se virtualise et qui se paupérise aussi intellectuellement. Enfin, je veux dire, il y a toute une analyse à faire sur Non, mais ça, je pense que c'est une fausse idée. Oui. Il n'y a pas d'économie sur le net. Ouais. Il y a des objets numériques qui se vendent très mal, sauf dans des domaines très précis. Et sur le net, il n'y a pas d'économie. Donc, ça n'a aucune chance de remplacer le monde du papier. Aucune. Ça fait 20 ans que je le dis, pour pas dire 30 ans. Oui, d'accord. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux courants de la BD qui sont nés du net.
Je pense en particulier des blogs, et je pense en particulier aux blogs qui ont été faits par des jeunes femmes, qui à un moment sont mis à parler de problèmes qui étaient les leurs, qui n'étaient absolument pas abordés par la bande dessinée, et elles ont trouvé un public extraordinaire, grâce au blog, qui était gratuit, chez ce type de public qui n'était pas du tout un public qui lisait de la BD. Alors, le côté positif, c'est que ça a amené un nouveau public à la bande dessinée. Mais, dès que quelque chose marchait, qu'est-ce qui se passait? Un éditeur déboulait, faisait l'album papier, et là, l'économie se faisait. Je prends l'exemple de Pénélope Bagieux, par exemple, qui avait un blog très très populaire, qui a très très bien marché. Un éditeur s'y intéressait, a sorti l'album, elle a vendu, je sais pas, plus de 100 000 exemplaires, ou 200 000, je sais plus. Et puis maintenant, elle fait des albums, continue à faire des albums qui ont du succès, qui marchent très bien. D'ailleurs, à juste titre, hein, parce que c'est quelqu'un, c'était plutôt une des meilleures de ce courant-là. Et du coup, ce qui fait qu'elle va gagner sa vie avec ça, c'est pas son blog, c'est ses albums papier. C'est là qu'il y a l'économie. Alors je dis pas que c'est éternel, parce qu'un jour, on arrivera peut-être à faire que les gens paient un peu plus sur le net, mais pour le moment, le net, c'est un espace de gratuité. C'est perçu comme ça. Et par exemple, les revues qui se sont mis à mettre leur contenu gratuitement sur le net, elles ont coulé. Parce que plus personne allait acheter du papier, alors qu'ils pouvaient l'avoir gratuit sur le net. Ceux qui ont dit « Ah ben c'est pas grave, on va faire une revue entièrement sur le net, ils ont essayé de faire payer, personne n'a payé. » Ils ont dit « On va se faire payer par la publicité. » Mais ils n'ont pas eu de publicité, puisque personne ne les lisait. Donc tout le monde s'est cassé la gueule là-dessus. Or, si vous regardez dans les grandes revues de BD, celle qui s'est maintenue, c'est Fluide Glacial. Fluide Glacial n'a pas de publicité, et son contenu ne se retrouvait pas sur le net. Je veux dire, il y a des leçons à tirer. Donc moi, quand j'ai créé Papier Nickelé, j'ai dit jamais le contenu de Papier Nickelé sera sur le net. Jamais. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire un site ou qu'on ne va pas faire des choses, mais on fera autre chose. On pourrait très bien mettre le contenu sur une page, peu importe, Facebook ou autre. Et non, il ne faut pas le faire. Il faut faire des choses qui donnent envie de lire la revue papier. Si vous faites, pour moi, Internet, la grande absurdité d'Internet, c'est que tout le monde a pensé qu'on allait transférer, si c'était sur le papier, sur le net. C'est idiot, ça n'a aucun intérêt. Sur le net, il faut faire des choses qui sont conçues pour le net. Et il commence à y en avoir vraiment des choses très intéressantes, qui font appel d'ailleurs à la fois à l'image qui bouge, au son, etc., mais qui sont des produits Internet, qui ne pourraient pas exister sur papier. Par contre, les produits sur papier doivent exister sur papier, point final. Voilà, bon bah ça c'était donc Papier Nickelé, toujours sur papier, éternellement, hein, je crois, jusqu'à la fin du monde, a priori. En tout cas la mienne. Voilà. Oui, dites-moi. Bon, bah en tout cas, il y a. Mais je rappelle que vous êtes tous des acteurs de mon monde. Voilà. Et que quand je mourrai, il disparaîtra. Voilà, de toute façon, tout ça va se renouveler. Donc, merci pour cet entretien. Donc, peut-être rappeler le site internet de Papier Nickelé pour... papiernickelé.fr. Monsieur Frémion, merci. Ben, de rien.